Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de présentation. Alors, Automatically Translate Your Programs with DeepL API, en fait c'est un truc classique quand on fait de la programmation, la nécessité de traduire les textes dans plusieurs langues, notamment quand on fait du développement qui est diffusé sur Internet. Alors pour les sites Internet évidemment, mais aussi pour les applications mobiles et les logiciels classiques, quand ça sort des entreprises ou du territoire national, voire même quand on est sur la même entreprise, puisque certaines ont des employés de nationalités différentes. Donc c'est un problème récurrent. Je vous propose de voir un petit peu quelques solutions pour le faire en automatique, et puis après, une fois que je vous aurai fait quelques slides, et puis on replongera évidemment sur du code source, et du coup à ce moment-là je regarderai ce qui se sera passé dans le chat. J'ai dit, c'est pas la peine de repartir dessus. De toute façon, vous êtes tous plus ou moins concernés ou au courant de ce qui se passe quand on a besoin de faire des logiciels et les diffuser, donc je vais pas repartir sur les pourquoi il faut traduire. Évidemment, il y a des multiples solutions pour ça, notamment en ligne, en open source, ou directement intégrées à Delphi, même si elles sont officiellement dépréciées depuis la 10.3 Rio. Et évidemment, on peut faire ce qu'on veut puisque tout est disponible. Alors, hop. Ça, c'est bon. Oui, alors par contre, je vais partir sur DeepL pour la traduction automatique. Évidemment, c'est une façon de faire. Là, en l'occurrence, DeepL est un site internet qui propose une API qui est assez simple à utiliser. J'en ai déjà parlé sur d'autres sessions de chat, enfin de live coding et d'autres sur des webinaires. Donc je ne vais pas m'étendre sur la question, en tout cas au moins dans l'introduction. Et pour l'instant, on en est à 31 langues qui sont prises en charge par DeepL, et des paires de langues, en fait, quand ils ne trouvent pas la paire pour faire français-anglais, par exemple, et anglais-français, ils passent par une langue intermédiaire, qui normalement est traduite correctement. En tout cas, DeepL est pour moi la meilleure solution actuelle de traduction en ligne, en tout cas sous forme d'API. Je vais rapidement passer sur 2 slides pour me présenter, avec 2 fois ma bouille à l'écran. Donc développeur freelance qui fait essentiellement de la formation en ligne maintenant, ou en entreprise, pas mal de choses sur Twitch, comme vous pouvez sans doute le savoir si vous êtes notamment abonné à ma chaîne, ou si vous suivez mes activités sur les réseaux sociaux. Donc un compte GitHub sur lequel vous retrouverez pas mal de codes sources, notamment ceux d'aujourd'hui. LinkedIn pour me contacter si vous voulez. Twitch, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement en train de me regarder, ou qui est en lien si vous êtes sur la rediffusion, et quelques sites, notamment le blog développeur-pascal.fr pour voir un petit peu l'actualité sur Delphi, et normalement il devrait y en avoir une assez fraîche dans pas très longtemps. Alors je sais pas si ce sera pour aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, mais il devrait y avoir quelque chose qui intéressera du monde qui sortira. Serialstreamer.fr pour de la rediffusion de tout ce que je fais en ligne. Delphi-books.com pour les livres qui sont publiés sur Delphi et la programmation Pascal en général, et delphi-ressources.développeur-pascal.fr pour un annuaire de liens par langue, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir des liens utiles par langage et par langue parlée, histoire de s'y retrouver un petit peu, notamment sur les forums et sites de documentation. Voilà, évidemment le PDF de la présentation est disponible en ligne en téléchargement, depuis la rediffusion de la présentation de la DelphiCon 2023, qui durait un quart d'heure, parce qu'il fallait faire short, et en anglais, et donc c'est dispo sur le lien depuis Serial Streamer, ou ce sera aussi dispo sur le blog que j'ai mis dans le chat. Alors DeepL, c'est une société qui est... c'est un outil de traduction en ligne qui vient de Lingui, qui était un dictionnaire à l'époque. Ça a été créé en 2016 pour la première version, et depuis ils ont ajouté tout ce qui était traduction de documents directement en ligne par l'intermédiaire d'une API. Donc sur leur site internet, on a la possibilité de traduire des textes, courts ou moins courts directement, avec ou sans compte utilisateur, et on peut aussi utiliser l'API en s'inscrivant dessus, avec une partie et un quota gratuit et une version payante, avec un quota assez intéressant quand même dans la version de base, et après sans limite d'utilisation, si ce n'est l'argent qu'on a décidé d'y mettre tous les mois.
Et du coup, on peut automatiser entièrement notre processus de traduction à partir de leurs outils, comme on pourrait le faire avec des outils de traduction comme le proposent aussi les API sur Microsoft et Google, hein, ou Amazon aussi d'ailleurs. Et puis Sistran et plein d'autres. Ou LibreTranslate pour l'open source, que j'ai pas pu tester pour l'instant, mais il faudra que je m'y mette. Donc l'utilisation de DeepL nécessite un compte utilisateur si vous voulez utiliser l'API. Et on y trouve plusieurs niveaux d'API en fait, hein, donc le pro et le gratuit et le pro. Ça donne 2 points d'entrée. J'ai mis les docs, les liens vers la doc ici, deepl.com ou deepl.com/pro-API pour avoir les informations sur l'API. On y repassera tout à l'heure rapidement. C'est une API REST qui permet de traduire des textes, des documents et de gérer des dictionnaires de traduction, notamment si vous êtes sur une thématique médicale ou autre, vous pouvez avoir vos propres mots et leur version traduite. Donc c'est l'occasion d'utiliser votre propre glossaire. En tout cas, ils permettent de le faire. Et donc j'ai une librairie qui n'est plus à cette adresse-là, mais ce lien redirige dessus. Désormais, je l'ai appelé DeepL for Delphi, histoire de reprendre les mêmes terminologies qui sont en train de se répandre sur l'open source, notamment avec Python for Delphi. Et donc, librairie qui permet en Delphi d'utiliser l'API DeepL pour la traduction de texte. Il faudra que je rajoute les autres prochainement. Et le tout sans bloquer, puisqu'il y a la version asynchrone native avec les composants de 10.2 Tokyo et version suivante, donc disponible pour la Community Edition et les versions payantes ou académiques de Delphi. Et C++ Builder devrait fonctionner aussi, j'ai pas pu tester encore. Pareil, ça fait partie des choses qui sont sur ma to-do list comme plein d'autres. À essayer. Alors, en ce qui concerne la librairie que je fournis, j'ai un DeepL set API URL qui permet de choisir si on est sur l'URL de l'API gratuite ou l'URL de l'API payante. Et ensuite, on a juste à appeler la fonction, la procédure ou la fonction. Procédure pour la traduction asynchrone, donc il lance un thread qui appelle la fonction de traduction, et ensuite appelle les callbacks, ou la fonction de traduction qui est synchrone, et donc bloquante, qui attend la réponse avant de la renvoyer à l'appelant. Si vous êtes sur mobile, évidemment, n'utilisez que la version asynchrone, jamais la version bloquante, puisque de toute façon ce sera bloqué sur Android, vu que Android refuse les appels d'URL dans le thread principal. Et d'une manière générale, ça sert pas à grand chose de faire de la traduction, enfin c'est rare d'avoir besoin de faire de la traduction bloquante, enfin en tout cas des appels comme ça, à part sur les show messages éventuellement. Et donc dans cette session, je vais vous montrer comment utiliser DeepL avec un proxy. Donc là en l'occurrence, j'ai fait un petit proxy de traduction qui est sur le dépôt de code associé à la librairie DeepL que j'ai mise en ligne, et j'utilise WebBroker pour ça. Alors WebBroker, c'est juste un simple serveur en Delphi qui existe depuis très longtemps, et ils nous fournissent en fait la possibilité de gérer des points d'entrée directement dans l'outil, sous forme d'un module de données, on va dire, avec des actions. Chaque action correspondant à un appel d'URL qui peut être accessible en get, post, put, delete et ainsi de suite, toutes les commandes HTTP habituelles. Donc on peut se faire notre propre serveur REST avec ça, ou notre serveur web, comme je l'avais démontré le mois dernier avec la présentation sur la création de serveurs internet avec WebBroker. Évidemment, on peut s'en servir comme serveur d'API, c'est un peu sur ce genre de choses que je m'en sers. Et là, en l'occurrence, j'en ai fait une version pour faire un proxy. Donc c'est ce serveur-là qu'on appelle pour la traduction, et lui-même, s'il n'a pas le texte traduit, il va appeler DeepL. Donc on aura un intermédiaire pour éviter d'appeler plusieurs fois le serveur de traduction réel, puisque en fait DeepL facture au caractère de traduction, enfin, au caractère traduit. Donc si on appelle 10 fois pour Hello World, évidemment ça va nous coûter 10 fois la taille de Hello World, donc 5, 11 caractères ou un truc dans ce style. Alors que si on passe par un proxy, en fait c'est le proxy qui va l'interroger une fois, et puis une fois qu'il aura stocké la traduction, on aura payé que pour une seule traduction, même si on l'appelle 10 fois. Évidemment, ça fois le nombre de langues qu'on utilise, donc ça peut être pratique. Évidemment, ne l'utilisez pas tel quel dans vos projets. Là, le proxy de traduction que je fournis avec la librairie cliente pour Delphi de DeepL n'a aucune sécurité dessus. Donc il y a le code en dur dans le programme de la clé d'API à utiliser,
et n'importe qui, sachant à quel IP et quel port il est en écoute, va pouvoir l'utiliser. Donc évidemment, ne l'installez pas tel quel sur des serveurs publics. Vous pouvez vous en servir en local chez vous si vous avez envie, mais ne le faites pas sur un vrai serveur de prod, sans avoir sécurisé le tout avec des mots de passe ou d'autres codes supplémentaires. Donc, là en l'occurrence, WebRocker, ce programme que je fournis, j'ai une version classique en console et serveur Linux, enfin démon Linux. J'ai pas fait la version service NT, mais enfin service Windows, mais ça fait partie des choses qui sont dans la to-do list aussi pour ce projet-là. En tout cas, il est disponible sur la librairie DeepL for Delphi sur GitHub si vous voulez le récupérer en tant que tel. Je vous fournirai les liens tout à l'heure pour la liste. Et ils seront de toute façon avec la rediffusion si besoin. Hop. Et donc vous pouvez soit l'appeler avec votre propre clé au cas où lui-même n'en a pas, comme vous pouvez mettre la clé en dur ou la passer en paramètre directement lorsque vous lancez le serveur. Voilà, et pour la démo, donc, hop là, bon, on va y aller directement. Oui. Alors juste un truc, évidemment là c'est une démo, c'est pas forcément un truc à utiliser en prod. Parce qu'évidemment, si vous avez qu'un seul utilisateur qui utilise vos logiciels, ça pose pas de problème. Si vous en avez 200, ça va commencer à coincer parce qu'il faudra du réseau et chaque fois qu'ils affichent un écran, ça va lancer une traduction, donc il faut qu'eux-mêmes soient connectés à Internet. C'est pas toujours adapté au cas d'usage réel des logiciels qu'on a et applications mobiles. Et puis évidemment, si on fait la traduction en live, on ne maîtrise pas le contenu des traductions. Alors, DeepL est pour moi un bon outil de traduction en ligne automatique. Par contre, il n'est pas infaillible non plus. Certaines formulations ne sont pas forcément géniales, notamment sur le quitter ou exit dans les fichiers quittés. C'est pas toujours la bonne chose. Enfin, là en l'occurrence, il fait quit. Je crois, on va vérifier. Mais il y a des termes en fait qui seront traduits avec ce qu'ils utilisent d'habitude. Quand c'est sur un seul mot, ça peut ne pas être exactement celui qu'on a l'habitude de voir sur les menus ou sur les boutons des interfaces utilisateurs, donc évitez de passer par un truc comme ça en automatique. Par contre, vous pouvez vous servir de ce système-là pour préparer vos traductions, les relire et puis les valider, ou pour proposer une traduction en live sur des langues que vous ne gérez pas forcément vous-même ou auxquelles vous n'avez pas pensé, ce qui permettrait à vos utilisateurs d'avoir quand même un truc dans leur langue qui ensuite, d'une façon ou d'une autre, vous signalerait que cette langue est nécessaire, et puis après, à vous de voir si vous faites la validation du texte par un natif ou quelqu'un qui connaît la langue, ou si vous laissez tel quel, avec la traduction automatique. D'une manière générale, évidemment, avoir les textes traduits par quelqu'un de professionnel, enfin un professionnel, un vrai traducteur en fait, c'est toujours mieux qu'un automate qui va le faire, enfin en tout cas c'est censé être mieux qu'un automate qui va le faire. Et évidemment ce sera pas le même prix non plus, donc à vous de voir à quel niveau vous voulez vous placer et quel utilisateur vous avez comme d'habitude. Et comme je le mettais, comme les humains, les intelligences artificielles et tout ce qui est machine learning pour les traductions ne sont pas infaillibles, mais les humains non plus. Donc de toute façon, faites des tests. Hop. Et donc on va passer au code. Ici, alors, ça je l'ai mis. Donc là, les exemples de cette présentation sont ici. Dans ce dépôt, évidemment, je les ai installés sur l'ordinateur. Vous avez la librairie de traduction, donc DeepL for Delphi, à cet endroit-là, avec le proxy qui s'y trouve aussi. Donc là, par rapport aux exemples que j'ai mis en ligne sur GitHub, vous avez un client FireMonkey, un client VCL, et le serveur lui-même. J'ai tout mis dans le dépôt, donc il y a juste à faire un zip du truc, à le télécharger comme ça. Download zip, vous avez la totalité, sans dépendance. Par contre, si vous utilisez le serveur, il faudra quand même un compte chez DeepL pour récupérer une clé d'API, puisque je n'ai évidemment pas mis la mienne dans le dépôt de code. Et donc sur DeepL, il faut aller sur deepl.com, vous tapez, vous allez sur connexion, ou inscription, je ne sais plus trop, enfin oui, connexion, il doit y avoir le, voilà. Hop là, mot de passe oublié, nouvel abonnement. Vous remplissez le formulaire, et normalement il vous demande la carte bleue, c'est pour éviter les créations de comptes avec des bots en quantité. Alors il ne l'utilise pas si vous restez sur un compte gratuit, vous pouvez basculer d'un compte gratuit ou payant sans engagement tous les mois.
ou par an, ça dépend quel tarif vous allez choisir. Et les forfaits sont plutôt intéressants d'une manière générale, puisqu'en fait on a la version traduite qui permet, alors ils l'ont pas remis là-dessus, traduction, oh là, traduction de texte, oui c'est ça, traduction de texte limitée, alors le détail est dans le compte, hein, je sais pas trop pourquoi je l'ai plus sur la page publique, mais peu importe. Ensuite, il y a la version starter, hein, mensuelle, avec des traductions de texte en illimité. Alors par contre, sur le web, traducteur gratuit ne peut traiter qu'un certain nombre de... le côté illimité m'intrigue. Enfin, il y avait un quota en fait, alors c'est illimité, mais il y avait un montant par volume. Voilà, donc après il y a le détail en dessous, enfin en tout cas, voyez vous-même, hein. Selon vos besoins, et vous pouvez commencer par un compte gratuit, ça ne pose aucun problème, et puis après évidemment vous basculez en payant si ça vous intéresse, comme vous pouvez essayer de greffer le même principe sur une autre librairie de traduction, évidemment. Donc il vous faut ce compte-là pour pouvoir accéder au programme, et ensuite dans le serveur, il vous suffira de créer les infos pour pouvoir l'utiliser. Donc là je vais aller dans Delphi 11.3 Alexandria, la dernière en date, j'ouvre le projet. On est sur celui-ci, et donc c'est ça qui accède aux trois autres. Donc j'ai un serveur proxy ici, un web broker. Je vais juste ouvrir le web module. Voilà. Donc sur le module principal, j'ai deux points d'entrée, deux actions. L'action de base, que j'ai juste laissée pour pouvoir vérifier que tout fonctionne correctement. Donc quand je vais appeler mon serveur de traduction à la main, j'aurai au moins le fait que lui nous répond, sans spécifier quoi que ce soit, et j'ai redéclaré le V2 Translate, qui est le point d'entrée de l'API DeepL pour la traduction de texte. Donc si je retourne sur DeepL dans la partie API, sur la doc, j'ai donc la partie Translate Text, qui est celle qui m'intéresse, et donc j'ai un point d'entrée V2 Translate. Pour servir de proxy, il y a juste l'URL à changer, et on garde le même endpoint, donc V2 Translate sur les deux. Comme ça, on est soit en api-free.deepl.com, soit dans celui qu'on utilise, soit en api.deepl.com pour la version professionnelle, si on veut. Enfin, la version payante. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé ici, et puis mon système de traduction, donc si je vais sur le point d'entrée en question, ici, je vais me contenter de récupérer les informations et de renvoyer des infos qui permettent de récupérer, d'appeler le serveur, y compris en JavaScript. Donc, il faut le account access control hello origin course à étoile pour être tranquille. Après, évidemment, si vous avez des besoins différents, forcés sur un seul nom de domaine par rapport à JavaScript, vous pouvez. Mais là, en l'occurrence, je m'en suis servi pour d'autres trucs. Et les codes de retour de l'API qui sont gérés en fonction des réponses ou des paramètres que j'attends, les valeurs par défaut, et puis à la fin, c'est simplement un appel de l'API de DeepL. Donc là, avant de le faire, évidemment, je regarde si dans ma liste de traduction actuelle, j'ai le texte qui est demandé en traduction. S'il y est, c'est que j'ai déjà demandé la traduction pour le texte qui est demandé dans la langue demandée. Enfin, source, target et texte. Donc par exemple français, anglais de Hello World. À ce moment-là, s'il est dans la liste, je renvoie la réponse. S'il n'y est pas, j'appelle l'API, et là en l'occurrence j'appelle l'API avec la version synchrone, puisque je suis déjà dans un thread, dans un truc, qui ne doit surtout pas faire d'un second thread qui fermerait la connexion venant de l'appelant et qui reviendrait sur autre chose. L'appel à l'API ou au proxy doit être bloquant. D'une manière générale, après c'est le client qui doit gérer lui-même le fait qu'il bloque lors de l'appel ou qu'il ne passe pas en bloquant. Donc, tout ça pour dire que j'ai un client qui appelle le serveur sur l'API classique, V2 Translate, qui rentre là-dedans. De son côté, il vérifie si la traduction existe déjà, et à ce moment-là, il la renvoie. Si elle n'existe pas, il appelle à son tour DeepL avec exactement les mêmes paramètres. Une fois que DeepL a répondu, j'ai le texte de retour, et je peux donc renvoyer une réponse, régénérer en fait un JSON de la réponse qui m'intéresse, et évidemment stocker la réponse dans la liste des traductions qui ont été faites. Il y a des monitors qui traînent un peu partout, histoire de verrouiller le truc.
Et puis voilà. Alors évidemment, comme l'appel du serveur de traduction ou du proxy de traduction est multithread, il faut verrouiller la liste qui contiendra les réponses. Donc j'ai utilisé monitor enter et monitor exit qui sont dans système pour verrouiller l'objet en fait, liste traduction qui est une t-list générique normalement de liste traduction qui est où? Ouais, elle est en global forcément, sinon ça marcherait pas. Et donc qui est dans l'implémentation de mon truc, et donc un dictionnaire, pas une liste d'objets en fait, JSON avec une string en tant que chaîne de caractères dans laquelle je mets les paramètres que j'ai demandé. Donc ça c'est pour la partie serveur, du coup c'est du web broker, et je vais le lancer tel quel. Alors par contre, une dernière chose, lui-même a besoin de la clé d'API si on lui passe pas. Donc ça je l'ai faite, hop. Je l'ai mise ici dans UDIP-L API Key, qui est en fait juste une unité qui va en debug déclarer une chaîne de caractères, en non-debug une constante. Alors évidemment, j'ai la clé ni sur l'un ni sur l'autre, et si on est en debug, en fait je vais récupérer ma clé dans le fichier qui s'appelle clé-dipl.dat, qui se trouve dans mes documents sur l'ordinateur. Ce qui me permet de faire des codes que vous pouvez réutiliser juste en remplissant le truc ailleurs. Et ça passera tel quel. Hop. Alors, voilà, donc là je vais le lancer. Hop. Alors je lance sans debug, hein, histoire de pouvoir repartir sur les autres projets derrière. Voilà, donc là c'est du web broker, hein, j'ai juste laissé le truc en auto-démarrage, puisque dans le projet, j'ai changé le programme de base. Ajouter, je sais jamais où est le voir, le projet, le source, voilà, c'est quoi, c'est ça. CTRL V. Donc dans le programme, en fait, j'ai fait juste une modif au niveau du chargement du truc, enfin une modif plus la partie, tout ce qui est en grisé, là, enfin ici c'est la partie Linux pour le démon. Il y a le chargement de la clé, il y a différentes infos sur l'URL aussi. Pareil, selon les paramètres qu'on lui passe, il passe en pro ou en free sur l'API finale. On peut paramétrer le port et API key, on peut lui passer aussi une API en mot de passe, ou lui demander, quand on est sous Linux, de démarrer en démon Linux. Et là, en l'occurrence, outre ces petites modifs, en fait, au niveau du démarrage du serveur, dans le start serveur, j'ai dû, quelque part, faire un start directement quand je suis sous Windows. Il est où? Voilà, ici. Donc j'ai ajouté cette ligne-là en fait dans le code de base de WebBroker, histoire de ne pas avoir à taper Start à chaque fois que je le lance, parce que sinon il ne serait pas en auto-démarrage. Donc on est en localhost sur le port 8080 par défaut. Donc si je vais dans un navigateur, s'il s'ouvre, ce qu'il est censé faire, évidemment si je suis sur localhost tout court, ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça, il s'est lancé 2 fois, évidemment, c'est logique. Donc je disais, si je vais sur localhost tout court, évidemment il ne fait rien, puisque j'ai rien sur le port 80 de base, mais en 8080 j'ai bien WebBroker qui répond. Donc c'est bon, je suis susceptible de pouvoir l'utiliser. Ensuite, donc cette partie-là étant faite, allons voir les autres. Donc les autres, ce sont les programmes clients qui vont utiliser l'API. Par exemple le programme VCL. Ici, donc lui, j'ai une fiche avec des textes en anglais par défaut et un menu, et j'ai une deuxième fiche, alors c'est la même chose pour l'autre, hein, j'ai mis la même chose dans le programme VCL et FireMonkey. Donc j'ai 2 fiches en fait, 2 fenêtres sur chaque, une qui sert de fenêtre principale fmain avec un menu, des textes, des liens, des choses qui traînent, et une fiche secondaire avec un bouton et puis juste la barre de titre qui seront modifiées. Et éventuellement du texte au milieu, je sais plus trop pourquoi je l'ai pas sur la vaisselle, je crois que je l'avais mis sur la fenêtre de dialogue non plus. Ok, donc c'était sur l'autre projet. Hop, et donc dans mon programme, j'ai simplement, au démarrage du projet, enfin l'ouverture de la fiche, enfin du tout, je remplis les informations qui me servent à paramétrer ma librairie. Là en l'occurrence, je paramètre la langue par défaut de mon projet et le serveur de traduction par défaut. Ça, je le fais sur une classe
qui s'appelle THOLF Translate Project, qui est l'une des unités que je distribue. Elle est disponible dans la librairie qui s'appelle Delphi Translation Librairie. Alors qui est en travaux, hein, c'est pas un truc... Enfin, vous pouvez vous en servir tel quel, mais il y a potentiellement des évolutions dessus. Donc pareil, dispo sur GitHub. Je vous remets le lien aussi dans le chat si vous voulez regarder. Donc là-dessus, en fait, j'ai juste un fichier source avec la même chose en RTL, VCL ou FireMonkey. RTL, bah, c'est le code de base en fait. Pour FMX, ça traite les objets FireMonkey qui peuvent être traduits. Et VCL, pareil, un certain nombre d'éléments qui sont dessus, qui dépendent des unités de la VCL. Donc là, j'ai un exemple VCL et FireMonkey pour montrer les deux cas. Voilà. Et donc, pour revenir à mon main, à l'initialisation en fait du projet, bon, le report memory leaks classique quand on est en debug. Là, si on n'est pas en debug, en fait, je plante le programme. Hein, j'ai pas rien fait de particulier pour la release, puisque de toute façon, ça voudrait dire aussi que côté clé d'API, on en est une autre que le truc de base du système. Donc là, j'ai pas eu envie de le gérer. Donc ça ne se compilera qu'en debug. Et donc, initialisation de la langue par défaut, initialisation du serveur par défaut. Ce sont deux propriétés de classe avec un stockage en mémoire sur des variables de classe aussi. Voilà. Donc j'ai la langue par défaut, la langue en cours, qui sont qui peuvent être identiques comme différentes, et le serveur de traduction, donc lui qui correspond en fait au serveur pro, à l'URL qui sera appelé. Et le détail, bon, on n'entrera pas dans le détail, hein, mais de base, je réinitialise tout au démarrage. J'avais un événement aussi qui permet de savoir si... Enfin, un événement. Disons une propriété de classe qui permet qui permet de faire un callback et de gérer le fait que on ait un changement de langue pour que quand on change la langue au niveau de la langue courante, ça signale à toutes les fiches qu'il y a eu un changement. Donc en fait, le changement de langue va déclencher un événement ailleurs. Et chaque fiche pourra ensuite, de façon, enfin en cascade, faire sa traduction. Voilà, et je crois que c'était tout pour les points importants du truc. Donc en gros, c'est surtout l'initialisation qui permet de déclencher le fonctionnement du système. Et lorsque je clique par exemple sur un menu, alors je vais plutôt partir sur la VCL, c'était celui-ci. J'avais dit, donc là j'ai mon menu. Et si je vais sur Language, par exemple, j'ai plusieurs langues. Hein, j'avais programmé italien, anglais et français, et j'ai mis mon langage, ma langue, pour récupérer la langue actuelle du système. Donc pour la langue actuelle du système, pareil, il y a une unité qui va le récupérer, qui se trouve, elle, dans la librairie sur GitHub, dans mon ensemble de librairies génériques, en fait. J'ai un dépôt de code où je mets plein de trucs dedans en vrac, donc c'est là-dessus. Ici, pour RTL Language, pour récupérer ce truc-là. Hop, sachant que les dépendances en fait de ce projet-là sont décrites dans le README. Hein. À ce niveau-là, vous avez les projets qui sont utilisés, et j'essaye de... Alors, j'ai pas expliqué en détail à quoi ça sert, mais ça pourra venir si j'ai des questions, évidemment. Donc, je clique sur le menu ma langue, la langue courante de la librairie, de la classe, hein, niveau global, récupère la langue actuelle en code ISO, donc FR, EN, et ainsi de suite, sur 2 caractères. Et en fait, dans cette unité qui permet de récupérer la langue en fonction du système d'exploitation ciblé, j'ai 2 fonctions, une qui récupère en code ISO les 2 premiers caractères, et l'autre qui récupère la version complète. Donc ça peut être FR ou FR-FR par exemple, FR-CA, et ainsi de suite. Donc évidemment, il vaut mieux utiliser celle-ci, la version ISO, qui récupère que les 2 premiers, si vous voulez être tranquille, et j'ai mis les liens à partir desquels j'ai récupéré les blocs de code qui servent à ça, si vous voulez revenir dessus. Il y avait une partie plateforme, gestion de plateforme en fait, service de plateforme, puisque sur Android, c'était géré au niveau de FireMonkey directement. Sur Windows, j'appelle directement l'API Windows, hein, on va pas s'embêter. Et sur Mac, c'est un appel aussi de l'API du Mac. Il n'y avait pas le service de plateforme, je crois, qui le prenait en charge. Donc, service de plateforme, si vous voulez en savoir plus, hein, cherchez l'unité système.platform, fmx.platform, pardon.
dans la doc, vous devrez y tomber dessus, ou sinon laissez-moi un message pareil dans le chat ou par email. Donc, on y revient. Donc là, la récupération de la langue en cours, c'est fait comme ça, à partir de la langue du système, et les autres, en fait, c'est directement italien, je mets italien, et ainsi de suite. Hein. En CFR, anglais, EN. Du coup, si je change la langue de la propriété current language, ça déclenche le set current, qui vérifie évidemment si on a changé de langue, et si on a changé de langue, ça stocke la nouvelle langue, et j'appelle l'événement qui signale le changement de langue à l'interface utilisateur, s'il y en a un qui a été déclaré. Et grâce à ça, les fiches vont aller se mettre à jour toutes seules. Ou plutôt vont demander leur propre traduction derrière. Donc ça, c'est l'étape de base. On a une langue, on la change, et c'est censé se passer correctement. Maintenant, le fonctionnement réel du système se fait par l'intermédiaire d'une interface. Dans cet exemple-là, eOLF Translate, qui est une interface qui contient une procédure Translate Text. Donc toutes les fiches ou tous les éléments de l'interface utilisateur qui implémente ça auront un procédure Translate, et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir lancer une traduction de l'intégralité de l'écran, ou en tout cas l'intégralité des fiches du projet. Et ça, évidemment, ça dépend du fait qu'on soit en RTL, VCL, enfin qu'on soit en console ou autre, VCL ou FireMonkey, puisqu'évidemment, je ne vais pas aller chercher la même chose. Donc là, je suis dans la version RTL Translate. Dans mon projet, en fait, j'utilise le VCL ou le FMX Translate. Donc là, je suis sur le RTL aussi, et en bas... Oui, en bas, je suis dans le VCL Translate. Et en fait, c'est sur la classe VCL qui surcharge la RTL que je vais faire le travail. Donc là, en l'occurrence, dans la OLF Translate Project, j'ai un Translate Project Forms, ici, qui va parcourir tous les éléments qui sont associés à application. Donc application, c'est l'objet global du programme, géré par FireMonkey ou la VCL, hein, ce sont deux différents, mais ils ont le même nom, qui contiennent l'intégralité des fiches et des composants créés dans l'application. Et en l'occurrence, je vais chercher dessus tout ce qui contient, ou plutôt tout ce qui implémente l'interface eOLF Translate. Donc je regarde si les différents composants associés à l'application implémentent ce truc-là. Si c'est le cas, je le récupère et j'appelle le Translate Text dedans. Du coup, chaque fois que je crée une fiche dans mon projet, si elle implémente cette interface, elle sera disponible dans l'application. Et ensuite, du coup, je pourrai déclencher la traduction à chaque fois. Et quand je fais alors ça, et quand je charge en fait l'unité OLVCL ou OLF-FMX, elle va elle-même faire le remplissage de l'événement qui était au niveau RTL. Donc ce qui se passe, c'est que quand je change la langue au niveau de la classe RTL, alors c'est pas celle-ci, c'est là. Donc dans mon set current language, il va regarder si ce truc-là a été rempli, et en fait, ce truc-là a été rempli au niveau du initialisation du VCL Translate ou du FMX Translate, en fonction du framework qu'on a chargé. Grâce à ça, en fait, ça déclenchera la boucle qui va parcourir l'application à la recherche de tous les éléments à traduire, ou plutôt de toutes les fiches référencées dans l'application devant être traduites. Ça lance la traduction dans chaque, si elles ont implémenté l'interface. Et donc, dans mes fiches, j'ai juste eu à rajouter l'unité et ce truc-là. Au niveau de la déclaration de la fiche, évidemment, il faut aussi faire la traduction. Donc là, j'ai une procédure Translate Text dans la fiche principale qui va simplement... alors là, je suis parti sur des boucles, hein, je suis sur la version FireMonkey, je pense. VCL, pardon. Je suis sur la version VCL, j'ai fait des boucles à la recherche de différents composants dont j'ai le nom, ou en tout cas dans desquels j'ai la racine commune, donc tes custom memo, tes custom label, tes custom menu item pour les éléments de menu. Et j'avais pensé à d'autres, mais je les ai pas fait dessus, parce que de toute façon, là, en l'occurrence, en VCL, on est un peu coincé. On a des branches qui dépendent un petit peu de Win Control ou d'autres, et on est obligé de les traduire toutes les unes après les autres. Donc là, plutôt que de lister tous les composants les uns après les autres, je suis parti sur des boucles qui cherchent
les classes, en fait, les héritages de classes, et selon le type de composant, bah, j'appelle je fais la traduction sur le caption, le texte ou autre chose, en faisant du transtypage pour être sur le bon type. La traduction elle-même se faisant par la fonction getText, qui va retourner le texte traduit dans le champ directement, ou éventuellement le faire sous forme de callback si elle n'a pas l'info. Donc cette façon de l'écrire est un peu compliquée, un peu lourde, mais l'avantage c'est que si j'ai déjà la traduction, ça le renvoie tout de suite. Si je l'ai pas, ça lance un thread qui fait la traduction et qui va le remettre dans la propriété concernée. Alors évidemment, il y a d'autres façons de l'écrire. Hein, je vais passer par un peu d'anonyme et de trucs dans ce style, histoire de ne pas simplifier trop les choses. Ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Mon getText, il a 2 ou 3 implémentations, si je ne me trompe pas, 4. Alors, les callbacks, je les fais en procédure ou en event. Donc, procédure pour du code générique, directement comme ici, ou un nom de procédure. Event pour les procédures liées à des objets, donc des méthodes, hein, comme on le fait pour les événements classiques, comme les clics sur les boutons, ou ailleurs. Et donc, sur chaque, en fait, je passe le texte à traduire, le callback qui m'intéresse, ou un ID, le texte à traduire et le callback qui m'intéresse. Donc avec procédure ou avec event dans les deux cas. Si je vais dedans, enfin si je... Oui, c'est vrai que ceux-là, ils sont un peu compliqués, ils les retrouvent pas forcément. Hop là, sort de là. Et puis mon clic déconne un peu sur la souris en ce moment. Donc, si je vais chercher la déclaration, mettons que je sois sur la version la plus basse, ID, machin, ouais, prenons la plus basse. Donc là, j'ai les 4 déclarations, hein. Il faudra d'ailleurs que je rajoute les commentaires au passage. La doc XML. Donc, j'ai la version méthode, event. Dans ce cas, un ID, un texte, event. Donc je vais appeler la version ID texte, procédure. Dans laquelle je fais l'appel de l'événement s'il a été rempli normalement. Si le compilateur passe là-dedans, je dois l'avoir. Et donc, du coup, je vais remonter au suivant. Hein. Le suivant, comme je l'avais fait ailleurs, hein, hop, ici, c'est la version avec ID, from et procédure, c'est-à-dire celui-ci. Et donc là, en l'occurrence, je regarde si dans mon cache, j'ai l'ID déjà. Dans ce cas, je renvoie l'information. Enfin non, si je n'ai pas, je vais demander la récupération de l'info. Si je l'ai, je fais la récupération des informations. Le getText se faisant avec directement le texte et le callback, hein, toujours le même. Donc là, on rentre dans la version texte callback en procédure, et à ce moment-là, c'est là où je fais le default text cache, pardon. ID from text. Oui, pardon, je stocke avant la valeur par défaut, pour la langue en cours, histoire de pouvoir la récupérer automatiquement, histoire de ne pas retraduire quelque chose sans avoir la source. Parce qu'évidemment, si je n'ai plus la source, je ne sais plus où j'en suis dans les traductions. Parce que si je pars du texte en fait sur l'écran, je traduis en italien, il est plus en anglais à la base. Donc je ferai de l'italien vers du français au lieu de faire de l'anglais vers du français, de l'anglais vers de l'italien et de l'anglais vers de l'espagnol, et ainsi de suite. Donc je remultiplierai les paires de traduction au lieu de toujours partir de la même. Donc là je stocke la langue d'origine, et à partir de la langue d'origine, je fais le reste. Donc je fais ma traduction, et là par contre je regarde si j'ai déjà les informations de traduites ou pas, et si je les ai pas, je fais la traduction elle-même. Donc là en l'occurrence c'est le translation cache add, current from text machin, qui doit faire le travail. Current langue default langue, pardon, ça c'est la langue par défaut, et donc c'est ici que je fais la traduction elle-même. Et donc là j'appelle le serveur de traduction en synchrone bloquant. Donc en fait, côté client comme côté proxy, j'utilise les mêmes unités, les mêmes fonctionnalités pour l'appel réel de la traduction. Simplement, depuis le client, c'est le serveur du proxy qui est utilisé, depuis le proxy, c'est l'URL de DeepL qui est utilisé.
Donc même fonctionnement, sauf qu'il y a plusieurs niveaux sur la traduction elle-même. Le source n'est pas forcément hyper compréhensible du premier coup d'œil. Hein. Je peux comprendre que vous ayez des questions après, si besoin, n'hésitez pas à les poser dessus, directement sur le dépôt dans les commentaires, soit en issue, soit par mail et autres canaux si besoin. Donc, petite démo, ce serait bien. Allez hop, je lance la version VCL. Hein. Donc là, par défaut, j'étais en anglais normalement sur l'écran. Et donc mon projet a un fichier quitté, tool, option. Donc avec la fameuse boîte de dialogue où il n'y a rien. Langage, pour choisir les langues, et puis hello, about. Alors le about, c'est juste un show message. Les autres, ce sont des fiches. Donc si je vais dans Tools, Options, normalement, j'étais bloquant. Non, j'étais en show tout court, donc je peux faire les deux. Je vais passer en français, par exemple. Donc là, la traduction n'était pas encore disponible, donc il lance la traduction, il la stocke ici, dans sa base de données, et puis il la met à jour partout, dans toutes les fiches, puisque les deux fiches implémentent le eHolf translation ou traduction, je ne sais plus comment je vais l'appeler. Et mon show message, par contre, il n'est pas traduit. Parce qu'il est affiché, il est en dur dans le code, en fait, celui-là. D'ailleurs, il devrait se traduire, je sais pas pourquoi il veut pas le faire depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a un souci côté traducteur. Si je passe en italien, même principe. J'interroge le truc, il trouve pas les textes, il fait la traduction, il bascule partout les informations, puisque en fait dans les deux fiches, j'ai fait ma boucle de parcours de composants ou d'éléments de l'interface qui contiennent un texte, propriété texte ou caption à traduire. Si je reviens dans ma langue d'origine, forcément c'est du français, donc il va repartir sur la doc française en temps réel, et tout de suite, puisqu'en fait je l'ai dans le cache. Donc j'ai plus besoin de repartir sur autre chose. Si je refais le show message ici, là il le traduit. Donc j'ai un problème sur le français en fait. Le Hello World en français doit être Hello World. Ou une connerie comme ça. Je ne sais pas, c'est bizarre. Peu importe, en tout cas ça fonctionne comme ça. Alors évidemment le côté ça met du temps pour la traduction de base, c'est un peu logique. Parce que chaque ligne, enfin chaque caption ou texte déclenche un thread qui fait une demande au proxy, qui lui-même fait une demande éventuellement au serveur réel pour la traduction. Donc ça c'est la version VCL. La version FireMonkey est identique en termes de code. Hop. Elle est où? Elle est là. Si j'arrive à remonter. Donc j'ai les mêmes include, hein, enfin sauf que c'est FMX ici au lieu de VCL là. Après j'ai toujours l'unité qui permet de faire la récupération de la langue, c'est la même. L'unité de base de la traduction c'est la même. L'API DeepL c'est la même. Et j'avais rajouté en plus un lien cliquable vers la page Wikipédia dont j'avais récupéré le texte. Et du coup les unités elles-mêmes, hein, même look, même fonctionnement, sauf que j'ai mis la même chose, hein, eHolf translate dedans, l'unité RTL en tant que dépendance dans l'interface, pour la déclaration du eHolf translate, la procédure qui vient à l'interface, et en dessous, pour le code lui-même, alors je l'ai fait que dans la main, puisque j'en ai besoin qu'à un seul endroit, donc ça doit être le main de celui-ci, pour le FMX, et donc dans le main, voilà, dans son interface ici, le uses de l'interface, il est là, donc là pareil j'ai le RTL translate pour l'implémentation de l'interface, et donc côté uses de l'implémentation, j'ai le FMX translate qui déclenche juste le on-change en fait du changement de la langue en cours pour faire la traduction elle-même, et qui récupère les autres unités dont j'ai besoin dans le code. Si je lance le programme, normalement ce sont les mêmes textes, donc la traduction est instantanée, sauf que la traduction est instantanée vis-à-vis de DeepL, pas vis-à-vis du programme lui-même. Donc là si je vais sur options, je vais afficher pareil la boîte de dialogue, j'ai juste passé en français, il interroge quand même le proxy, parce qu'en fait le programme n'a pas la traduction mais le proxy l'a, puisque ce sont les mêmes textes que l'autre. Donc c'est plus rapide que si je relançais si je lançais une traduction inconnue du logiciel. Et donc si je refais de l'italien, pareil, ça passe sur l'autre.
Alors sauf que sur la version FMI, j'ai un petit souci sur certains textes qui ont l'air de ne pas vouloir se remettre d'aplomb. Faudra que je le corrige. Et donc j'ai bien le show message qui est traduit. Si je repasse sur la mia lingua, même principe, hein, à propos, ça me refait le Hello World qui apparemment est la traduction de Hello World en français. Allez comprendre. Voilà. Donc relativement simple à mettre en place. Et là le quitter c'est démissionner en français. Donc évidemment dans mon cas, la traduction automatique, il faut la relire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se méfier. Donc je démissionne de mon programme, puisque c'est un jour de démission et de grève. Donc repartons sur l'anglais. Je sais plus si j'ai mis du code sur quitter. Non, j'ai peut-être pas mis. Ou alors il faut fermer celui-là. Bah non, il faut pas fermer l'autre. Non, j'ai pas dû mettre le code associé au quitter, tiens. F12. Menu, fichier, quitter, il est où là? Ah bah oui, j'ai pas mis le clic sur le quitter, tiens, c'est marrant. Close. Je l'ai mis sur l'autre. Profitons-en pour corriger le code. Hein. Dans le main de l'autre, est-ce que j'ai mis ce qu'il fallait sur quitte? Je pense que oui. Ça m'aurait perturbé sinon, ouais c'est ça. Oui, bon je l'avais zappé. Tant pis. Voilà, donc les deux programmes, faciles à mettre en place, simplement il faut juste refaire une boucle sur chaque fiche. Donc en gros, quand on fait une fiche qui traduit avec ce système-là, bah, il faut l'interface au niveau de chaque fiche ou frame, les deux sont nécessaires, et dedans, bah, il faut quand même faire un traitement des traductions, donc là, dans la version ici, donc ça c'était la VCL, ah, il a décidé de plus pouvoir monter et descendre. Donc là, la version VCL, je le faisais par rapport à des racines. Sur la version FireMonkey, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, il passe par une interface pour les textes. Avec les histoires de style et de trucs dans tous les sens, on a moins de choses à tester. Qu'est-ce qui se passe? Hop, descend, voilà. Et donc j'ai juste besoin de chercher un T-Text Control et un T-Presented Text Control, qui sont globalement les racines de tout, enfin le truc de quasiment tous les composants qui affichent du texte en point texte. Donc je fais cela, et a priori j'ai la traduction de tout dans mon écran et dans toute l'interface. Voilà. J'avais déjà fait une présentation il y a 3 ans concernant les traductions. Donc, vous avez la rediffusion ici. Là... Et ça donnait là-dessus, enfin ça donnait ça. Alors sur l'autre, en fait, j'étais parti sur un programme de traduction de base. On a nos textes, on les met dans un FD Memtable, c'était celui-ci. En 2020, le 25 juin. Donc là, bah, ça nécessitait un programme qui génère, enfin qui travaille sur les traductions, et ensuite on les embarque dans le programme final. Sur le même principe. Sauf que là, j'étais sur un héritage. Alors, qu'est-ce qu'il a? Fichier de sortie, gestion de traduction. Pourquoi? Oui, alors celui-là, déjà, je vais le sortir, ça sert à rien. Normalement, il ne devrait pas nous embêter. Voilà. Donc, programme de base, hein, gestion des traductions, un ID, et puis le texte en français dans les autres langues. Donc simplement avec des plus et des moins pour le gérer. J'en avais fait 2. J'en ai mis 3 tout à l'heure. Non, je sais plus. Peu importe. Bah non, c'était français. Ouais, bizarre. Peu importe. En tout cas, j'ai mon programme de gestion des traductions. Là, en l'occurrence, c'est un FD Memtable avec tout stocké sous forme de ressources persistantes. Donc en fait, il enregistre dans le disque dur directement les données quand je sors du programme, et l'autre va chercher ces informations-là au chargement du programme. Donc là, je m'embête pas en fait hein, sur celui-ci. Simplement dans l'arborescence, j'ai juste le lancé. Donc dans celui-ci, au lieu d'utiliser les interfaces qui sont à rajouter sur un projet existant, j'étais parti sur un héritage. Donc là, j'ai pareil, un français-anglais. Ça marche de la même façon. Bouton 4, il nous affiche un truc avec juste le texte là-haut. Si je repasse en français, il change le texte partout. De la même façon.
Simplement, j'étais sur un héritage. Alors c'est plus facile à faire quand on est sur un nouveau projet. Donc là, j'ai une fiche de base, qui s'appellera ma fiche traduite, qui est la racine en fait de toutes les autres, avec un create et la méthode qui sert à la traduction, qui est virtuelle. Le create, en fait, va lancer la traduction du texte en file d'attente pour le process message suivant la création, comme ça, le programme crée ce qu'il a créé, il initialise tout ce qu'il a initialisé, puis ensuite il lance le process message sur la fiche principale, ce qui déclenche la traduction globale de tout le projet. Là, en l'occurrence, ça déclenche ce truc-là, ou sa version héritée dans les descendants, qui va parcourir tous les composants de la fiche, et qui va lancer sa traduction. Et comme en fait c'est dans le constructeur de toutes les fiches, puisque toutes les fiches descendent, donc là c'est à l'ouverture des fiches qu'il y a une traduction de toutes les fiches. Et normalement, si je reviens ici, alors hop, c'était pas celui-là, c'était ça la fiche principale, et donc la fiche principale en fait, elle hérite de ma forme traduite, elle contient une surcharge du traduire texte, et dans mon surcharge de traduire texte, j'ai juste à lister les composants que je veux traduire. Alors là en l'occurrence, je listais tous les composants les uns après les autres. J'aurais pu aussi faire une boucle comme sur le projet que j'ai fait, que je vous ai montré juste avant. Mes boutons français et anglais, ils font juste un changement de langue, avec le nom de la langue, hein, pareil en paramètres, ça aurait pu faire pareil que l'autre, et récupérer les infos sur les librairies qui récupèrent la langue en cours, et ainsi de suite. Dedans, je regardais ce qui se trouve dans le data module qui sert à stocker les infos. Donc là, en l'occurrence, on est dedans, hein, sur celui-ci. Et dans ce data module, j'ai normalement un FDMemTable, une table en mémoire avec les langues. Et 3 champs, en fait. ID, la langue en FR, la langue en EN pour l'anglais, et éventuellement d'autres langues si on veut. Le tout, c'est que la colonne corresponde au nom du truc, le nom du champ corresponde à la langue. Je choisis la langue dispo si je trouve la bonne colonne avec le bon nom de langue. Et après, je parcours tous les écrans du projet. Et s'ils sont des T-formes traduites ou descendants du T-forme traduite, je lance la traduction. Donc là, c'est la boucle en fait qui, quand on change de langue après avoir démarré le programme, va parcourir tous les écrans existants. Pour le faire, c'est là j'aurais aussi pu parcourir le application point quelque chose, simplement screen et dans FMX Forms. Donc là, j'étais sur un projet forcément FMX. Donc un peu moins générique que celui que je viens de vous montrer avec du FSL ou FireMonkey, mais c'est une autre façon de faire en fait. D'une manière générale, à vous de voir comment vous voulez faire les choses. C'est vrai que l'avantage de l'héritage, c'est qu'on a le code de base qu'à un seul endroit, plutôt que de penser à forcément faire une classe après avoir rajouté les interfaces qu'on implémente pour que derrière le tout se débrouille tout seul. Donc on a un peu plus de redondance de code dans la version interface que dans la version héritage. Dans la version héritage, en fait, on peut parcourir les boucles que j'avais dans l'autre sur chaque interface de chaque fiche, ou plutôt sur chaque méthode translate text de chaque fiche, je peux le remonter au niveau ancêtre, ici, dans mon cas. L'inconvénient, c'est que l'ancêtre d'une fiche, il se change difficilement quand un projet existe. Donc, puisqu'il faut changer des choses au niveau du code source Pascal, mais aussi au niveau des écrans. Donc c'est beaucoup plus risqué quand on fait des mises à jour à la main. Normalement, je crois qu'il y avait un outil de refactoring qui permettrait de le faire, mais il vaut mieux partir d'un truc comme ça quand on crée un projet à la base. Voilà, et donc celui-ci, je vous ai mis la rediffusion sur le chat. Voilà pour les deux exemples de code. Est-ce que j'avais autre chose là-dessus? Donc là, le 3, c'est celui... oui, alors sur celui-ci, au lieu d'avoir un getText, j'ai utilisé le underscore qui est utilisé classiquement dans les projets, notamment web, pour les traductions. Ce que je remettrai aussi probablement dans la librairie finale. Et là, c'était donc mon unité avec juste le titre qui changeait de langue. Donc le data module, l'ancêtre, le data module qui contient les langues, enfin ouais, c'est ça, enfin, qui recharge le fichier langue au démarrage, qui fait les traductions lui-même, hein, puisque là en l'occurrence mon underscore quelque chose, c'est juste une fonction qui va chercher la correspondance dans le data module, s'il la trouve il la met, sinon il met le texte par défaut, celui qui a été passé en paramètre. Voilà, après chacun fait comme il le sent pour les trucs, c'est vrai que la version
on charge des données en mémoire au démarrage du programme et on choisit nos langues à cet endroit-là, est plus pratique et plus rapide à utiliser que de lancer un appel web pour aller récupérer la traduction de chaque texte. On peut faire un mixte. Dans un projet, on embarque la traduction, enfin la langue de base, la langue par défaut dans laquelle on travaille, et au chargement, il récupère les langues ou la langue de l'utilisateur, va interroger le serveur internet pour voir si elles y sont, enfin si elle y est, récupère son fichier de langue et le propose par défaut, une fois qu'il l'a récupéré, donc un petit chargement lors de la première installation, ou plutôt du premier lancement, et puis éventuellement on peut proposer d'autres langues dans une interface qui permettrait ensuite de les choisir, et de faire pareil, retélécharger le fichier de langue qui est mis à jour sur le serveur, et gérer la synchro des données comme ça, éventuellement pouvoir proposer d'autres langues qui ne sont pas gérées, où là il y aurait une traduction automatique côté serveur qui ensuite serait à corriger par le traducteur et mise à dispo auprès des utilisateurs dès que c'est traduit, soit en automatique, soit après modération du contenu. Évidemment, il vaut mieux une relecture dans tous les cas. Voilà pour les deux trois projets de cette petite présentation. Donc ça c'était plus le cas, puisque évidemment ça c'était la présentation Delphicon en anglais, donc j'étais pas dispo, et heureusement, parce qu'en fait j'ai répondu aux questions dans le chat à l'époque, mais on était sur un truc live, et du coup elle est passée plusieurs fois sur les 3 jours. Si vous voulez me contacter, le lien LinkedIn est dispo, pareil, le formulaire de contact sur développeur-pascal.fr, disponible en bas de page, est aussi un bon moyen de me contacter. Il y a moins de chances que ça atterrisse en spam, même si j'en suis à une centaine de mails par jour venant du formulaire de contact, qui lui-même est bourré de spammers. Il faudra que je rajoute un captcha ou un truc comme ça, un de ces 4. Donc voilà pour celle-ci. Alors je vais regarder ce qu'il y avait sur le chat. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer par développer.com ou Delphi Praxis sur le sujet. J'avais mis des liens sur des outils de traduction depuis la version du 25 juin 2020. J'avais quelques liens en plus vers des outils dispo. J'en ai 2-3 à rajouter suite à des contacts sur d'autres choses. Il est probable qu'Embarcadero en propose un de ces 4.